Amis des testeurs en tout genre, bonjour. Le 12 octobre 2016, d'ailleurs ça fait 6 ans, je vous présentais ce petit testeur TC1 qui permettait de tester la plupart des petits semi-conducteurs, des condensateurs, des résistances, des selfs, enfin voilà. Ça fait partie de cette famille de testeurs, je vous en ai déjà montré beaucoup qui testent un petit peu tout, sachant que celui-là avait aussi l'avantage de pouvoir tester les diodes Zener jusqu'à une vingtaine de volts et éventuellement de pouvoir voir les télécommandes. Alors il fonctionne toujours très bien, je dois dire, j'ai pas de soucis avec, et à part mon étiquette qui se décolle un peu. Et ma foi, je l'utilisais avec, enfin je l'utilise toujours d'ailleurs, avec plutôt bonheur, sachant que là il s'est décollé, mais j'avais fait en même temps ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, ce petit déchargeur de condensateur. Je rappelle que c'est les condensateurs chargés qu'on mesure avec ce truc-là qui les flinguent généralement. Donc voilà, il y avait une prise micro USB ici pour le charger. Donc celui-ci fonctionne bien, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2016, et depuis il y a eu son remplaçant qui s'appelle le TC2. Alors on le trouve ce TC2 sous forme de différents modèles, et éventuellement différents constructeurs, donc différents boîtiers, sachant que la société Vnersi, je vous ai déjà présenté un oscilloscope de cette marque-là, en a fait une sorte de combiné, plus moderne, qui fait à la fois le TC1, mais auquel ils ont rajouté un très sommaire petit générateur de signaux, et aussi un très sommaire petit oscilloscope, qui, comme on va le voir, et je ne sais même pas si on peut appeler ça un oscilloscope, mais enfin je veux dire, peut quand même éventuellement, dans certains cas, être utile. Bon, il faut aussi voltmètre, mais enfin bon voilà. Ils ont aussi revu un petit peu le boîtier, l'alimentation. Donc je vous propose de le découvrir ensemble. Donc c'est livré dans cette boîte là. À l'intérieur on a cette notice qui est à la fois en anglais et en mandarin. Voilà, donc on regardera plutôt la partie anglaise. Ensuite il y a comme d'habitude le certificat de calibration. Voilà, l'appareil en lui-même qu'on va découvrir, et un certain nombre d'accessoires qu'on peut voir ici, à savoir un cordon de charge. Alors là, bien sûr, ils sont passés au nouveau standard USB-C. Ces cordons qui vont permettre des fois de pouvoir tester des composants qui ne rentrent pas forcément dans le petit connecteur de test. Cette fiche qui, comme on va le voir, peut permettre soit en effet d'utiliser le petit oscilloscope intégré ou le générateur ou le voltmètre. Là, ils ont pris des petits connecteurs MCX qui sont un peu, ça ressemble un peu au SMB mais en plus petit. Et ici, en même temps, on a cette sonde d'oscilloscope, voilà, avec bien sûr le capot de la sonde. Bon, c'est vraiment une sonde, je veux dire, voilà, ça fait partie de ces sondes chinoises standard. Voilà, avec aussi, bien sûr, vu que la sonde a un connecteur BNC, un adaptateur BNC vers MCX. Le truc pour compenser la sonde, voilà, les anneaux, enfin, un truc classique. Alors, il faut savoir que cet appareil, on peut le trouver avec deux variantes. Il y a une variante un peu moins chère, qui n'a pas la sonde. Mais honnêtement, quand on voit la très faible différence de prix, je crois que c'est quelques euros, à mon avis, à moins que vous ayez des sondes d'oscilloscope comme ça, à plus savoir qu'en faire, à mon avis, ça vaut quand même le coup de la prendre. Alors, si on regarde l'appareil, qui est livré comme ça dans ce sachet, voilà, avec bien sûr la traditionnelle protection voilà, qu'on peut enlever. Donc c'est un boîtier qui, ma foi, a un look que je trouve assez agréable. Alors, par contre, c'est un boîtier, c'est du plastique dur. C'est vrai que ça aurait été peut-être mieux d'avoir une coque un peu anti-choc, mais enfin voilà. Là, on a ce qui peut être bien, ce petit trépied là, qui permet de le poser éventuellement comme ça. Donc ça, par contre, je pense que c'est une belle amélioration par rapport à l'autre. Là, on a donc ces trois connecteurs MCX. Un qui va servir pour cette fonction voltmètre. C'est très limité, c'est 0 à 16 volts continu et positif, d'après ce que j'ai compris. Ici, une sortie du petit générateur d'impulsion PWM intégré. Et ici, donc, l'entrée du petit oscilloscope. On retrouve ici ce support à insertion nulle, voilà, avec ce verrouillage,
qui va permettre donc de mettre les différents composants, avec toujours là le testeur de diodes Zener intégré. Et là, différents boutons qui vont permettre de naviguer à l'intérieur. Donc là, ça se charge ici donc par de l'USB-C. Donc quand je l'ai reçu, je l'ai chargé. Ça a pris peut-être une demi-heure à peu près. Ça dépend du chargeur qu'on a. Donc le chargeur n'est pas livré avec. Mais enfin voilà, c'est un peu derrière, ça se branche sur n'importe quelle source USB. Alors un truc qui est intéressant, mais bizarre, c'est que je rappelle, et on va le voir, que ce truc-là, de temps en temps, il faut le calibrer. Et pour le calibrer, il faut avoir un système comme ça qui va court-circuiter les différentes entrées entre elles. Donc les autres étaient livrés éventuellement avec ça. Là, c'est pas livré avec. Enfin bon, on peut le faire, ce qui n'est pas forcément bien, parce qu'il y a quand même du fil assez long. Enfin voilà, on peut se bricoler un truc vite fait soudé. Enfin. Donc voilà l'appareil. Alors, quand on le met en route, on appuie ici sur ce bouton, donc ça démarre assez vite, et en fait il a donc deux modes. Est-ce qu'il veut travailler en mode testeur ou en mode oscilloscope générateur? Il marche comme l'autre, voilà, il attend un composant, et voilà, on va faire 2-3 mesures pour voir comment ça fonctionne, sachant qu'en effet la première chose à faire éventuellement c'est de le calibrer. Donc pour ça on va dans menu, et là voilà, on peut naviguer assez vite, quand on peut aller là sur auto-calibration. Voilà, ok. Et là, il va demander ce qu'il y a à faire. Donc là, il dit de connecter la sonde. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut court-circuiter les entrées. Bon, je le fais hors caméra parce que c'est pas facile de le filmer. Voilà. Ensuite, à détecter, je les avais court-circuités. Là, il m'a demandé, après vous avez vu, isolate probe, de l'enlever, et voilà, la calibration est terminée. On va faire quelques mesures pour voir. Donc là j'ai une résistance à 0,01%, donc je vais la mettre là à l'intérieur du biniou et on va lancer la mesure, et il me fait 10-19 kΩ. Donc bon, pour une résistance à 0,01%, voilà, c'est pas, enfin, il est un petit peu faux. Voilà, ça reste quand même tout à fait acceptable. Je rappelle, je redirai sans doute en conclusion, qu'il faut pas s'attendre avec ce genre d'appareil à avoir une super précision au niveau, enfin, comme on pourrait l'avoir d'un DR5000 ou d'un, enfin, voilà, d'un vrai LCR mètre. C'est plus un outil, on va dire, comme ça, pour donner une idée, et qui est quand même relativement bon. Par exemple, là, si je mesure un condensateur, c'est un condensateur à 1% de 1 nanofarad. Voilà, donc là pareil, on va le mettre à l'intérieur ici du support. Là, il m'a dit qu'il y a un condensateur donc de 997 picofarad pour un condensateur donc de 1000 pico, hein, donc un nanofarad à 1%. Voilà, c'est une valeur qui est tout à fait honorable. Après, alors pour des condensateurs plus importants, genre condensateur électrochimique, donc là, c'est là qu'on peut voir que c'est intéressant d'utiliser éventuellement les bornes là. Hein, parce que là, on voit qu'un gros condensateur comme ça, on ne peut pas le mettre dans le truc. Donc c'est ici qu'on va mettre, voilà, typiquement ces deux broches, voilà, à l'intérieur. Ce qui là va permettre de faire des mesures avec des composants comme ça plus gros. Donc là, il m'affiche une capacité de 11,41 microfarad. Pour un condensateur de précision qui est censé en faire 10. Et voilà, on voit que c'est encore une fois aussi tout à fait acceptable pour un petit appareil comme ça. Alors par contre, on peut noter qu'il ne donne pas le SR. Il ne donne que la valeur de la capacité. Donc alors ça, bon, ça peut des fois être gênant. Hein. Je rappelle surtout qu'on fait de la réparation. Tester la capacité d'un condensateur, c'est bien. Mais connaître le SR, c'est mieux. Et là, c'est vrai qu'il ne l'affiche pas. Alors, on peut noter que l'ancien, le TC1, lui, on voit qu'on avait quand même l'info de l'ESR. Et ça, on ne l'a plus sur, manifestement, sur ça. C'est un petit peu dommage, je trouve. Et sinon, voilà, il mesure les transistors, hein, les composants classiques. Là, par exemple, voilà, on voit, j'ai mis un BC547 tout à fait standard. Donc là, on a le gain, le courant collecteur de mesure, la tension base émetteur correspondante, et bien sûr le brochage ici. Bon, je ne vais pas vous refaire tous les composants
et les trucs comme ça, hein. Je vous avais déjà fait pas mal de démos. Il est quand même relativement proche hein, du... Enfin, je veux dire, d'après les essais que j'ai faits, il est très proche du TC1, à part que, en effet, il ne fait pas le SR pour les condensateurs, ce qui est vraiment ça, je trouve un petit peu dommage, même s'il n'était pas, le TC1, faut être honnête, au niveau de sa mesure de l'ESR, on peut pas dire qu'il était hyper précis, mais enfin, au moins, ça donnait quand même une idée. Donc, voilà pour ça. Alors maintenant, on va pouvoir regarder la fonction oscilloscope. Alors, pour passer en mode oscilloscope, en fait, quand on l'allume, voilà, là, il suffit de sélectionner. Quand on l'allume, il suffit, voilà, de sélectionner oscilloscope. OK. Alors là, c'est pareil, on peut le calibrer. Donc, pour ça, il suffit de maintenir, voilà, le bouton menu, là, enfoncé, et de faire OK. Voilà, on l'entend qui fait des... On entend un petit bruit de relais. Et il s'auto-calibre. Bon, c'est un oscilloscope très sommaire, hein. On va mesurer sa bande passante, enfin, ce qui donne là normalement, en théorie, ça monte jusqu'à 200 kHz de bande passante, donc c'est ce qu'on va vérifier. Et avec, c'est vrai aussi, voilà, une sensibilité minimum de 10 millivolts par carreau. Donc pour les fonctions, c'est un petit peu sommaire. En fait, chaque fois qu'on appuie OK, ça se balade entre toutes les fonctions. Et là, par exemple, on voit au niveau des, voilà, des millivolts, par exemple, là, je suis à 1 volt par carreau, sachant qu'on peut choisir si la sonde est x1, x10, sachant que de toute façon, avec une bande passante de 200 kHz, je m'interroge sur le fait de prendre une sonde x10. Bah, c'est vrai que ça va limiter la charge sur la source, mais enfin bon, si on a besoin un peu de sensibilité, contrairement à un oscilloscope normal ou une sonde en x1, va très limiter la bande passante, là, je pense que, vu qu'elle est déjà très limitée sur ce modèle-là, c'est pas très gênant. Alors, ce que je propose, bah, justement, on va regarder sa bande passante. Donc là, on va se mettre de l'adaptateur, et je vais mettre là, ici, une terminaison 50 ohms, un générateur de compétition calibré, et ça va nous permettre de voir la bande passante. Allons-y. Bien, alors j'ai branché là mon super générateur Tektro en lui demandant un signal sinusoïdal de 1 kHz, 1 volt crête-crête. Et donc là, on va se mettre en route et se mettre donc en mode oscilloscope. Donc en mode oscilloscope, alors il a un mode auto où il est censé voilà, se régler automatiquement. Bon, il marche très mal. Et là, on voit par exemple qu'il balaye beaucoup trop vite. Et dans ce cas-là, bah, voilà. Alors là, pour choisir les trucs, voilà. Là, pour le coup, il m'a bien... on choisit la vitesse de balayage, mais l'amplitude est trop grande. Alors ça, c'est un peu chiant. On ne peut pas retourner en arrière, en fait. Il faut à chaque fois, là... voilà. Par contre, ce qu'on peut noter, là, c'est qu'il m'affiche bien 1 volt crête à crête. La fréquence 0,1 kHz, c'est bon. Voilà, les autres mesures sont plutôt correctes. Alors, on va vérifier la bande passante. Si la bande passante est bonne, normalement, ça veut dire qu'à 200 kHz, il devrait m'afficher au moins plus que de 0,7 crête-crête. Donc là, on va augmenter la fréquence. Voilà, par exemple, là, je suis à 30 kHz. Donc là, bon, on voit que bien sûr, enfin, je veux dire, l'échantillonnage n'est pas bon. Il faut bien sûr bouger la base de temps. Donc là, on va la diminuer. On retrouve bien notre signal sinus. Il me fait entre 1 et 0,99 volts. Et il affiche bien la fréquence. Donc là-dessus, c'est ma foi plutôt bon. Alors on continue, on va aller à 100 kHz. Voilà, 100 kHz, bah, il affiche bien la fréquence et 0,9. Donc ça reste relativement acceptable, hein. Il n'y a rien à dire. De toute façon, je suis au balayage max. Et si maintenant on continue à monter, voilà, là par exemple je suis à 200 kHz. 200 kHz, il affiche 0,8 et la fréquence est à peu près bonne. Donc alors là-dessus, pour une fois, on peut dire qu'il ne monte pas sur la bande passante. Et même un tout petit peu meilleur. Ce qui veut dire que, voilà. Maintenant, ça reste une bande passante qui est extrêmement limitée, mais pour une fois, ça fait comme plaisir de voir qu'ils ne mentent pas, parce que d'habitude, ce truc chinois, ils ont toujours tendance à exagérer. Donc, voilà ça. Alors, il est évident que là, c'est un signal sinusoïdal. On peut voir que si j'affiche un signal carré, on ne fait pas la différence entre un signal carré, là j'ai un signal carré, on le voit complètement sinusoïdal. Donc c'est bien sûr très gênant. Par exemple, même si j'ai un signal juste de 10 kHz, par exemple,
voilà, un signal carré. Bon, voilà, on le voit, mais voilà, on peut quand même voir que les temps de montée vont pas être... enfin, les fronts vont très vite devenir, avec l'augmentation de la fréquence, voilà, voilà, on voit que très vite, d'abord, c'est pas facile de voir quoi que ce soit, parce que je suis déjà au balayage maximum, et voilà, très vite, on voit même plus tellement qu'il est carré. Là, déjà, à 120 kHz, c'est difficile de voir que c'est un signal carré, alors que, en fait, c'est réellement un signal carré. Bon, je vais pas revenir là-dessus, hein, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais voilà, le fait d'avoir une bande passante limitée fait que, voilà, on va très vite avoir des représentations fausses. Encore une fois, il ne faut surtout pas se baser simplement sur la fréquence maximum, de dire, voilà, moi je travaille qu'avec des signaux carrés à 200 kHz, bah, on les verra sinusoïdaux. Enfin voilà, par contre, c'est vrai que si on reste quand même dans le domaine de l'ABF, hein, jusqu'à 20 kHz par exemple, bah là on voit quand même que, là pour le coup, on voit bien la forme des signaux. Là, si je change par exemple pour choisir, je sais pas, un signal de, voilà, triangulaire, sinus, là ça peut le faire. Donc, ce qu'on peut dire quand même de ce petit oscilloscope, c'est que, bah voilà, il va bien fonctionner, on va dire, à condition bien sûr de rester vraiment dans le domaine de la BF. Enfin voilà, j'irai jusqu'à 50 kHz, hein, de façon quand même à garder une représentation du signal. Mais sinon, les mesures affichées sont relativement bonnes. On peut regarder par exemple au niveau du duty cycle, si c'est bon. Par exemple, là, si je change le duty cycle, là, il m'affiche 50. Voilà, par exemple, je suis à 90. Et il affiche plutôt bien le duty cycle. Ma foi, ça, pour ça, c'est quand même relativement pas mal. Et en même temps, à tout moment, voilà, on peut aussi mémoriser la mesure, ce qui permet éventuellement, voilà, de la lire sans avoir que le système gigote. Hein. Enfin, ça, on retrouve ça sur tous les oscilloscopes numériques. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir tester par exemple le petit générateur intégré. Il peut très bien se mesurer lui-même. Et je mets ici ce cordon là, avec toujours ce connecteur MCX sur la sortie impulsion, voilà. Et je branche la sonde dessus, par exemple en x1. Voilà, on voit que j'ai bien là le signal. Alors on peut appuyer sur auto. Voilà, là il le fait à peu près. Et on voit que la fréquence elle est de 80 kHz, sachant qu'en haut on peut la changer. Donc en fait c'est de 1 kHz à 80 kHz. Voilà, en même temps je l'ai arrêté, mais voilà. Donc là voilà, on peut refaire auto. Voilà, et on retrouve ici donc la fréquence qu'on voit qu'elle varie. Comme ça. Bon, vraiment, je pense que c'est pareil que, enfin là on peut vraiment pas parler de générateur intégré. On va dire, voilà, ça veut dire que ça permet de 1 kHz à 80 kHz de faire varier éventuellement, voilà, le duty cycle. Mais honnêtement, l'intérêt réel de ça, enfin, pour moi, c'est quand même relativement très limité. Donc voilà pour la fonction oscilloscope et générateur. Alors dernière chose, eh ben, on va pouvoir tester la fonction voltmètre et voir ce qu'elle vaut. Là, pour voltmètre, il faut aller dans Mouse Test, voilà. Ici, après, il faut rester appuyé sur menu, changer là pour aller dans fonction, et là faire voltage test, voilà, comme ça. Donc là, voilà, on voit une tension de 4,86. Là, par exemple, 10 volts. Ça met 10 volts. A priori, ça a l'air relativement précis. Bon, encore une fois, il ne faut pas en attendre des miracles, mais ça peut dépanner en faisant, voilà, un petit voltmètre. Par contre, je pense pas que ça mesure des tensions négatives. Donc, je ne sais même pas s'il y a une protection. À mon avis, ça faut y faire vraiment attention. Donc voilà pour ça. Et alors sinon, justement, dans les autres fonctions, bah, on voit qu'on peut ici choisir le PWM. Voilà, on peut choisir ici le test de diode Zener jusqu'à 20 volts. Il peut tester aussi là, ce DS là, c'est un capteur de température si je ne m'abuse. Donc ça permet de tester ça. Le DHT11, c'est un circuit aussi, je ne me rappelle plus trop ce qu'il fait. Enfin bon, voilà, c'est des tests relativement spécialisés. Puis après, bah, l'auto-calibration, comme on l'a vu. Donc voilà pour la présentation de ce petit testeur TC2. Alors, quelle note je lui donne? Bah, on va dire, je lui donne allez,
entre 15 et 16. Alors pourquoi je baisse un peu la note? Globalement, il fait bien son boulot de testeur. Globalement, de façon aussi précise que son ancêtre, le TC1. Bon, je ne vous ai pas tout montré, mais voilà, globalement, il est plutôt bon. Et je veux dire, voilà, avec une résolution, on va dire, qui est suffisante pour faire du test. Hein. Encore une fois, ce serait une erreur de dire que c'est un super LCR-MET. Faut pas du tout le voir comme ça. Si on veut un bon LCR-MET, ça coûte déjà beaucoup plus cher, mais il faut prendre un truc genre le DE5000, enfin voilà, je vous en ai déjà montré. Donc là, c'est plutôt quand même un outil qui va permettre qu'on fait du dépannage, du montage, voilà, de tester rapidement, mais dans une gamme de valeurs qui est, ma foi, plutôt assez grande, et plutôt intéressante, hein, je veux dire. En même temps, voilà, je vous ai pas tout remontré, mais ça teste les diodes, les transistors, donc voilà, quand on a un doute sur un MOSFET, un truc comme ça. Donc vraiment, je veux dire, à ce niveau-là, il est bien, mais il fait pas, en effet, le SR. Hein, je rappelle que le SR, c'est ce qu'on appelle l'équivalent de serré résistor, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas gardé cette fonction-là. Maintenant, ils n'ont peut-être pas gardé, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il n'était pas hyper, je veux dire, précis sur cette mesure-là. Si vous voulez ça, c'est pareil, il faut mieux prendre un testeur comme le PIC ou un truc comme ça. Ensuite, il y a la fonction donc oscilloscope. Alors, la fonction oscilloscope, bah, encore une fois, je ne vais pas le redire encore une fois, mais je veux dire, voilà, c'est quand même un oscilloscope qui est très limité, avec une sensibilité qui est limitée, avec voilà, un range de mesure qui est limité, 200 kHz, c'est vraiment une bande passante, je veux dire, qui est extrêmement basse. Donc oui, je veux dire, ça peut faire comme ça un petit oscilloscope, mais en plus c'est un truc à une voix. On a vu même que l'interface pour le manipuler n'était pas des plus ergonomiques. Donc je dirais, pour moi, ce côté oscilloscope en plus, bah, il a le mérite d'exister. Je veux dire, pour un débutant, ou si on a que ça sous la main, bah, c'est quand même mieux que rien, hein, surtout quand on travaille avec de la BF. Si on veut regarder, par exemple, la tension du secteur, là par contre, ça ira très bien, hein, pour du 50 Hz ou du 100 Hz, voilà, si on veut regarder le niveau d'ondulation, et trucs comme ça. Donc, je dis pas que c'est inutile, mais faut plutôt le considérer comme une petite fonction en plus, petite fonctionnalité, je veux dire, en plus, plutôt qu'un vrai oscilloscope. Enfin voilà, clairement pour moi ça ne saurait pas vraiment remplacer même un oscilloscope d'entrée de gamme. Par contre, ce que je peux quand même noter, hein, comme j'ai dit, c'est qu'ils respectent leurs spécifications. Je veux dire, la bande passante qu'ils annoncent, elle est réelle. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Rappelez-vous le nombre de trucs où je vous ai montré, où ils nous annonçaient des 100 MHz de bande passante, qui finalement étaient plus près du 20 ou du 15 mégas. Là, voilà, ils annoncent un truc qui est pas haut, mais au moins ils le tiennent, et ça, c'est plutôt chose de bien. Alors, le truc qui me fait aussi un petit peu baisser la note, c'est que bah, des fois, ils merdent un peu. Alors, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que des fois, quand on l'a démarré, bah, les boutons répondent. C'est-à-dire il fait bien bip bip quand on manipule les boutons, mais bah, il fait rien. Et donc là, bah, il suffit de l'arrêter, de le redémarrer, et c'est bon, il remarche. Donc, bon, on va dire, quand ça arrive, c'est pas la mort que je veux dire, mais enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même pour un truc. Alors peut-être qu'ils feront une mise à jour, ou que je suis tombé sur un modèle, mais enfin, à mon avis, vu qu'il répond bien, bip bip et tout, je pense que c'est quand même plus un problème soft que hard, sachant que, alors, il y a possibilité de mise à jour. Ils expliquent même dans la doc comment on peut mettre à jour le firmware. Le problème, c'est que bah, faut trouver le firmware, et quand on va sur le site de FNIRSI, vraiment, ils ne présentent même pas l'appareil. Donc, c'est peut-être qu'il est trop récent. Enfin voilà, donc si un jour il y a des mises à jour, bah, je les téléchargerai, mais enfin pour l'instant, il n'y en a pas. Donc voilà, donc pour info, c'est un appareil, on trouve aux alentours de 48 à 52 euros. En effet, selon qu'on prenne ou pas la sonde. Enfin voilà, je veux dire, pour 4 euros, honnêtement, je suis pas sûr que ça vaille le coup de s'en priver. Comme livret bien emballé, que voilà, la batterie intégrée et tout ça. Quel que soit le modèle qu'on prenne, avoir ce genre de petit testeur dans un labo, c'est un must-have. Hein, pour moi, c'est indispensable d'avoir ça. Et alors moi, j'en ai plusieurs, mais souvent j'utilise le TC1. Surtout que l'avantage, c'est qu'il a une batterie, il ne marche pas sur pile, ou les autres testeurs, souvent, il faut que je les alimente, c'est moins pratique. Et voilà, pour vérifier rapidement un composant, pour regarder vite fait un transistor, un truc comme ça, c'est impeccable. Mais voilà, faut pas, encore une fois, en attendre plus que ça, d'avoir ce petit truc qui est très pratique, mais voilà, qui fera pas tellement plus que ce qu'il est censé faire. Aussi, je ne vous ai pas montré, celui-là, il fait aussi le testeur
de continuité, ce qui est aussi pratique. Donc voilà ce que je peux dire sur cet appareil. Comme d'habitude, je mettrai tous les trucs en lien. Et bien sûr, je vous encourage vivement à fabriquer ce petit accessoire que je vous avais montré dans l'astuce de Maurice numéro 10, qui est un truc à coller dessus, qui permet de décharger les condensateurs, ou du moins même, enfin, non seulement de le faire, mais éventuellement d'y penser. Encore une fois, c'est vraiment le truc qui peut les tuer. Un mot aussi sur la mesure en circuit. Je déconseille totalement de faire des mesures avec ce truc-là en circuit, c'est-à-dire sur des composants qui sont soudés sur leur truc. Alors, je vous ramène aussi sur ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, mais enfin, sur ce truc-là, non seulement s'il y a des tensions, des trucs comme ça, on peut le flinguer en faisant ça, mais en même temps, très souvent, il y aura quand même des fausses mesures. Enfin, voilà, c'est pour moi une très mauvaise idée d'aller faire des mesures sans dessouder les composants. Alors, on peut éventuellement dessouder qu'un côté, hein, si c'est en résistance par exemple. Donc voilà, c'est pas fait pour faire des mesures en circuit. Tiens Maurice, j'ai appris que t'as un copain qui s'était fait tuer là, alors l'enquête avance. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mort naturelle, de 26 coups de couteau. Oui, ils ont dit qu'avec 26 coups de couteau, c'était naturel qu'il meure. Eh ben, je sais pas ce qui fait ces enquêtes, mais c'est mal barré. Enfin donc, voilà, et ben, c'est les vacances. Donc je souhaite de très bonnes vacances juilletistes, comme on dit. Et pour moi, ça sera août, mais voilà, j'ai encore plein de trucs à faire. Pour info, j'ai reçu là pas mal de trucs, donc je pense que je vais faire rapidement un QDN. Alors, ce que ça sera ma prochaine vidéo, je sais pas, mais ça devrait venir relativement vite. Là-dessus, que Bip Bip, le démonté testeur, vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.